Il est 14h30 à Washington, aux États-Unis, 19h30 à Pointe-Noire, en République du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur MCR TV. Dans une poignée de secondes, l'essentiel de l'actualité. Et tout de suite, ouvrons cette édition pour dire que l'humanité a célébré ce jeudi 5 juin 2025 la journée mondiale de l'environnement. Objectif, sensibiliser l'opinion publique à l'environnement et encourager l'action en faveur de sa protection. Ce reportage d'Amélia Baker nous en dit long. Célébrée cette année sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique », la Journée mondiale de l'environnement est l'occasion d'alerter sur le danger des déchets plastiques sur les écosystèmes environnementaux et de réfléchir sur les solutions face à cette menace mondiale. Au Congo en général et à Pointe-Noire en particulier, la plupart des cours d'eau sont envahis par des bouteilles plastiques et autres formes de déchets. Une situation déplorée par Michael Nkunku, en pleine action ici sur la rivière Tchali. Nous avons plusieurs méfaits et c'est un grand danger. Pourquoi? Vous voyez cette rivière-là, elle est collectée directement à l'océan et ce plastique-là est déversé directement à l'océan et ça fait 100 ans pour se désintégrer. Donc en ce moment-là, ça détruit la faune aquatique, océanique, ça détruit la biodiversité. Ça empêche la production de poissons, des tortues marines. Et si nous détruisons l'océan, nous mourrons. Il n'y aura plus de vie ici. Notre survie en dépend parce que à 70% de l'oxygène que nous respirons vient de l'océan. La lutte contre la pollution plastique demande des solutions concrètes, un appel à l'action collective, mais aussi de la sensibilisation pérenne des citoyens. Et nous avons le devoir, pour tous citoyens du monde, protéger l'environnement, lutter contre la pollution plastique, c'est un devoir obligatoire. Il y a le manque d'éducation environnementale au gouvernement de mettre vraiment des startups en place pour accompagner les ONG, les associations qui militent. Voyez-vous comment nous travaillons, nous n'avons pas des équipements. Aussi, l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'environnement met-elle en lumière l'engagement fort des pouvoirs publics en vue de l'atteinte des objectifs de cette lutte pour la préservation de la santé de tous, ainsi que des écosystèmes. Et en éducation, les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires rouge CEP en sigle se sont déroulées ce jeudi 5 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. Notre équipe s'est rendue dans l'un des centres d'examen de Pointe-Noire pour y faire le constat. Suivez. Après les épreuves orales du certificat d'études primaires élémentaires mardi, les candidats au CEP ont affronté les épreuves écrites du dit examen dans la sérénité à Pointe-Noire, où ils ont été répartis dans 93 centres, dont celui du lycée Pointe-Noire 2, où toutes les dispositions ont été prises. Les mathématiques, la dictée question, l'histoire-géographie et l'art plastique ont été entre autres matières sur lesquelles ont tablé les candidats. Quelques-uns expriment leur ressenti pendant la pause. Comme nous sommes arrivés, j'ai cru l'examen allait être un peu ferme, difficile, mais les sujets étaient abordables. Je les affrontais, c'était très facile et c'était très abordable pendant cette période de mathématiques. Je me suis en sortie, je me suis passée avec émotion. C'était un peu facile, mais quand même ça va. J'ai l'espoir et mes parents comptent aussi sur moi. Il nous reste à faire le français, la dictée et les questions de cours. De même, l'un des parents des candidats ayant accompagné son fils témoigne de l'intérêt de cet accompagnement. C'est très important d'accompagner les enfants et surtout nous venons des quartiers différents de la ville Océane. Et voilà pourquoi nous sommes ici. L'examen se déroule très bien. Nous avions constaté avec l'aide du chef de centre de l'établissement Pointe-Noire 2, tout se passe très bien. Au total, 37 481 candidats ont affronté cet examen dans le département de Pointe-Noire. Et en religion, le père Brice Armand Ibombo, vice-recteur du grand séminaire Émile Cardinal Biayenda, est actuellement le nouvel évêque du diocèse de Ouesso. La cérémonie de présentation a été faite par le nonce apostolique au Congo devant
ses pairs dans l'épiscopat. Le point avec Guy-Serge de Mointin. Le vice-recteur du Grand Séminaire National, Émile Cardinal Biayenda, Monseigneur Brice Armand Ibombo, a été nommé évêque du diocèse catholique de Ouesso par le pape Léon XIV. La nomination de Monseigneur Ibombo au diocèse de Ouesso, vacant depuis le transfert en janvier 2024 de Monseigneur Zélaz Armel Kema, dans l'archidiocèse d'Ouando, a été rendu public par le bureau de presse du Saint-Siège le mercredi 28 mai. Dans une déclaration faite peu après sa nomination, le nouvel évêque a affirmé, nous le citons, « Je ne m'y attendais pas, mais je bénis le Seigneur qui a posé sa main sur moi. C'est un serviteur injuste et indigne que je suis. » Fin de citation. Né en novembre 1973 à Abala, dans le diocèse de Gamboma, l'évêque nommé a été ordonné prêtre en août 2004, après avoir suivi des études philosophiques et théologiques, respectivement au petit séminaire Monseigneur Georges Firmin Singa de Brazzaville, au grand séminaire de Concordia, Pordenone, en Italie. Une réorganisation des départements en République du Congo a été mise en place depuis peu. Réorganisation marquée par l'ajout de 3 nouveaux départements parmi les 12 existants. Quelles connaissances les Monténégrins ont-ils sur ces unités administratives? Des éléments de réponse dans ce reportage de Saint-Cyr Mafouta Paris. Le territoire congolais avant 2003 était divisé en 10 départements, puis 12, avec l'introduction de Brazzaville et Pointe-Noire, qui sont énumérés par ses citoyens. L'ancien Congo a 12 départements. Nous avons Cuvette Ouest, nous avons aussi Cuvette, et nous avons aussi le Kwilu, le Poul, nous avons aussi Brazza, nous avons aussi Pointe-Noire, nous avons aussi la Lekumu, nous avons aussi... Avant, nous avions 12 départements ici au Congo. Et récemment, on a eu à ajouter 3 départements. Bon, les 12 premiers départements, ça commençait par la Likwala. Il y a le département de la Songa. Nous avons la Cuvette. Nous avons la Cuvette Ouest. Il y a les plateaux. Nous avons le Poul. Nous avons la Lekumu, la Bwanza, le Niari, le Kwilu, Brazzaville et Pointe-Noire. Une nouvelle réorganisation administrative est mise en place avec le découpage du pays en 15 départements qui sont les suivants. C'est le Lota, Ubangi, Congo, plus Dieu le Fini, plus Lota, le Fini, plus Ubangi, Congo Ubangi, plus Kenya Lima. Bon, les 3 nouveaux départements qui ont été ajoutés sur la carte administrative du pays, il y a le Congo Ubangi, il y a le Dieu Lefini et le Kenya Alima. L'importance de prendre en compte et connaître ces départements ici élucidés. On est en droit de connaître d'abord son pays. Parce que si on ne maîtrise pas la géographie de son pays, je ne vois pas comment est-ce qu'on va expliquer aux autres pays. Il faut obligatoirement que tout Congolais, tout citoyen congolais connaisse son pays. Parce que par rapport à la connaissance de la géographie de ton pays, tu seras capable de faire connaître ton pays aux autres. Ainsi, l'objet de cette réforme est d'améliorer la gestion administrative et le développement local, faciliter la mise en œuvre des politiques publiques et s'adapter aux spécificités de chaque territoire. Et l'actualité en rappelle, le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant le préfet, a supervisé hier mercredi 4 juin 2025 la cérémonie de passation de service entre les sous-préfets sortants et entrants de Tchambandassi. Le point dans ce reportage. Après 16 mois à la tête du district de Tchambandassi dont il avait pris les fonctions le 7 février 2024, Fernand Okunza passe le témoin à Alphonse Okwiri qui désormais devra présider aux destinées de ce district. Entre autres temps forts ayant marqué cette cérémonie riche en émotions, la lecture du décret de nomination par la directrice départementale de l'administration du territoire, suivi du mot de circonstance du sous-préfet sortant. Je souhaite la bienvenue à mon successeur, le sous-préfet Alphonse Okwiri, à qui je transmets les dossiers et les clés de ce district avec confiance et sérénité.
La passation du témoin entre les deux hommes a été suivie par la signature du procès verbal de la passation de service ainsi que la passation des consignes au nouveau sous-préfet par le secrétaire général du département, Sylvestre Limpoa. Monsieur Alphonse Okwéré, par décret présidentiel datant du 20 mai 2025, vous avez bénéficié de la confiance du président de la République, chef de l'État, qui a fait de vous sous-préfet du district de Tiambandiassi. En fonction des pouvoirs qui me sont délégués par monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, je vous installe officiellement dans vos fonctions. Alphonse Okwéré, qui place son mandat sous 3 axes prioritaires, a détaillé son plan d'action dans son allocution. Premier axe, assurer la protection des personnes et de leurs biens. Cet impératif visera non seulement à lutter contre les actes délictueux, graves, mais aussi contre ce que l'on a coutume d'appeler les incivilités au quotidien. Deuxième axe, favoriser l'installation des opérateurs économiques en vue du développement du district. Je forme le vœu de continuer à suivre le suivi de l'employabilité des jeunes, les relations entre l'employé et l'employeur. Troisième axe, veiller à la préservation de l'écosystème et à la vulgarisation du numérique. Le nouveau sous-préfet n'entend ménager aucun effort pour faire de la sécurité de ce district l'une des portes d'entrée et de sortie du pays, l'un de ses chevaux de bataille. Autre fait de l'actualité, démoli et délocalisé en 2015, le marché de Tchétché connaît une série des travaux ces derniers temps. Un début de travaux qui satisfait de nombreux vendeurs. Sir Modeste Mafouta Paris nous en parle dans ce reportage. Cette maquette, placée à l'entrée du chantier, est la représentation prochaine de cet nouvel édifice. Les uns et les autres expriment leur satisfaction de voir les travaux reprendre après des années d'attente et d'insécurité. Concernant ce marché, sur la faisabilité, Jean de Dieu Gomez Niali confirme ce qui suit. Nous avons commencé le chantier, nous avons repris les travaux à partir du mois d'avril, début avril. Et nous espérons terminer ce chantier à partir de fin février ou bien fin mars. Ce que je peux dire, en tout cas, nous travaillons d'arrache-pied et nous espérons respecter ce délai. Bon, la configuration de ce marché sera de 2 niveaux. La reprise des travaux du marché Tchétché est perçue avec soulagement par les commerçants qui ont été délocalisés. Comme ça, là, ça va. Et par rapport à nous, les vendeurs, comme ça, là, on va prendre encore un nouveau marché de notre quartier Tchétché, 3e arrondissement des Pointes-Noires. Nous, les vendeurs, comme ça, là, on va ici, là, c'est pas bien pour nous. Ouais, en plus, c'est une voie, c'est le goudron en plus. Si on rentre là-bas, ça va nous faire du bien. Exerçant sur un site provisoire depuis de longues années, les commerçants espèrent une accélération des travaux afin de retourner dans leur nouveau espace de travail. Adi Mohamed Dimbo. D'abord, je vais remercier d'abord le chef de l'État. Ça, c'est les promesses. Hein. Ça a mis du temps, mais comme ça, là, on est en train de réaliser les promesses. Ça nous fait du bien. La reprise des travaux dans ce marché est un événement positif pour la ville de Pointe-Noire, qui a besoin de ce type d'infrastructure moderne en ce 21e siècle. Aussi, il est fort de constater la présence des rabatteurs dans les parkings de la ville de Pointe-Noire, la présence d'une importance capitale dans le système de transport en commun, comme l'indique ce reportage que je vous propose de suivre. Les rabatteurs sont souvent perçus comme un complément au système de transport public qui peut être déficient. Ils offrent une alternative non moins importante. Leur activité est donc essentielle pour assurer la continuité de la mobilité dans la ville, a dit Rufin Lopanza. Le rabatteur, c'est celui qui prend un client pour l'amener à un commerçant. De ce genre de travail il fait. Quand il appelle le client, ici là, Fontetier, ici là, Grand Marché, c'est l'appel d'un client
Et il amène où? Chez un commerçant. Le commerçant, c'est l'homme qui est là dans le bus, dans le taxi, pour faire sa recette. Ces derniers contribuent à l'animation du système de transport en commun, réglementé par leur tutelle. Il vient pour adhérer. La fiche d'adhésion est là, la carte de photo est là, donc il vient pour adhérer avec l'acte de naissance qui est là. Une fois adhéré, nous leur donnons une marge d'étude. Nous devons étudier le dossier. Après avoir étudié le dossier, de 2 ou 3 semaines, nous leur faisons sortir une carte. D'abord de moralité, c'est une carte qui est bleue. Et la carte de moralité vient ensuite, c'est une carte orange que celle-là, une carte définitive de 4 ans. De 4, le mettre en sécurité. La police connaît, la gendarmerie connaît et l'armée connaît aussi ce genre de carte. Leur objectif principal est non seulement d'inciter les voyageurs, mais non seulement, ça leur garantit une rémunération non moins importante. Le rabatteur ne peut pas faire un travail là-haut, ce n'est pas bénéfique. S'il est là, c'est parce qu'il gagne quelque chose. Et si nous sommes là aussi, c'est parce que nous gagnons quelque chose. Hein? Les cotisations que nous faisons là, c'est ça notre rubrique. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Les rabatteurs sont un aspect important, bien souvent informel, tout en jouant un rôle de facilitation et d'intermédiaire entre les voyageurs et les transporteurs. Et puis, page noire dans ce journal, Maître Martin Berry, figure de proue de la politique, jusque-là secrétaire permanent du Conseil consultatif du dialogue, est décédé hier à Brazzaville dans la nuit du mercredi au jeudi, aux vocations de sa mémoire par Guy-Serge Demoiselle. Décédé dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 juin 2025, vers 1h30 du matin, au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, Maître Martin Berry était secrétaire permanent du Conseil consultatif du dialogue, CCD en sigle. Ce dernier a été rappelé à Dieu des suites d'une complication respiratoire à l'âge de 84 ans et demi. Ancien ministre d'État en charge de l'Intérieur, il est une figure emblématique de l'histoire politique du Congo. Depuis les événements d'août 1963, il a débuté sa carrière politique au sein de la JMNR, jeunesse du Mouvement national de la Révolution, le bras juvénile du parti au pouvoir après la Révolution d'août 1963. Et puis l'actualité hors de nos frontières nationales nous conduira tour à tour en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. Les détails en images. En République démocratique du Congo, on se souviendra qu'il y a 25 ans, jour pour jour, la guerre des 6 jours éclatait à Kisangani, ville du nord-est du pays. Des centaines de civils ont péri, des milliers d'autres blessés dans les affrontements qui ont opposé dans cette ville congolaise les forces ougandaises et rwandaises. Seulement voilà, près d'un quart de siècle aujourd'hui, pas une seule enquête criminelle ni un seul procès n'a vu le jour. L'ONG Amnesty International a dénoncé cette situation dans son rapport « Le Congo, ça n'émeut personne ». En Côte d'Ivoire, 4 personnalités de l'opposition sont définitivement exclues de la présidentielle. L'opposant Tidiane Tcham a bien été radié de la liste électorale définitive. La Commission électorale indépendante, CEI, a donc appliqué la décision de justice ordonnant la radiation de cet opposant. Autres opposants absents de la liste électorale, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Aux États-Unis, Donald Trump a interdit l'entrée aux citoyens de 12 pays, dont Haïti et le Congo-Brazzaville. Dans une posture similaire à son premier mandat, ce dernier pense ainsi protéger le pays de terroristes étrangers et imposer des restrictions contre 7 autres États. Cette décision a été annoncée après l'attaque du Colorado qui a visé les participants d'une marche de soutien aux otages israéliens à Gaza. Enfin, en sport, début raté des U20 congolais au tournoi Maurice Rovelo hier mercredi face au Japon.
Cette sélection congolaise issue de la diaspora a essuyé une défaite 2-0 dans ce tournoi où la FECOFOOT, organe technique des sélections nationales, s'était désengagée. Les détails dans cet élément. Comme si le sort était conjuré, la sélection des U20 du Congo, issue de la diaspora, a abordé ce 4 juin le tournoi Maurice Révélo par une défaite face au Japon. Cette équipe pour laquelle la Fédération congolaise de football s'était désengagée à la participation de ce tournoi a perdu 2-0 face au Japon. Une déconvenue à la fois au niveau du résultat qu'au niveau organisationnel qui laisse présager un nouveau conflit interne. Prochaine sortie de ces U20 congolais de la diaspora ce 7 juin face au Danemark. Et c'est à travers cet élément sportif que nous mettons un point final à cette édition du jeudi 5 juin 2025. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain vendredi. MCR TV, notre partenaire média.